bienvenue pour ce premier webinaire 2023 pour les premiers répondants. Je vous remercie pour votre présence. Déjà un petit point pour une gestion optimale de ce webinaire. Je vous propose d'écrire vos questions dans le chat et puis je les synthétiserai et je les poserai en fin de présentation pour qu'on ait toutes les réponses à ce sujet fort intéressant qui est notre responsabilité en tant que premier répondant. On vous enverra aussi un lien pour un questionnaire à la fin de la séance. N'hésitez pas à nous faire part aussi de vos propositions de thèmes pour les prochains webinaires. Alors, ce webinaire, va être enregistré. Il sera disponible dès la semaine prochaine sur la chaîne YouTube de Save a Life. Et pour une question de temps, on se déconnectera au plus tard à 13h05. Donc, nous allons aujourd'hui parler donc, de notre responsabilité en tant que premier répondant et première répondante. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir Maître Capt, qui est avocat et qui va se présenter et présenter un petit peu le déroulement de cette séance. Merci encore et puis à tout à l'heure. Merci beaucoup. Bonjour. Je vous remercie. Je ne sais pas s'il est utile que tout le monde peut-être éteigne son micro pour éviter que ça fasse des bruits parasites. Peut-être c'est une bonne chose et le réactiver au moment des questions. Donc l'idée, c'est de vous présenter, disons de manière assez brève, des questions de responsabilité, les principales questions de responsabilité liées à l'activité de premier répondant et ensuite d'avoir un échange sur la question dans la mesure du temps disponible. Donc, je vais partager, si ça vous convient, l'écran. Comme ça, vous aurez ma présentation. Alors. Voilà. Est-ce que tout le monde voit la présentation? Oui, parfait. Oui, très bien. Parfait. Mais écoutez, finalement, il y a deux grands axes, deux grands types de responsabilités. Alors, pour les first responders, comme partout ailleurs dans la vie, la responsabilité pénale et la responsabilité civile. Donc, pour rappel, le droit pénal, c'est le droit répressif, c'est celui qui punit des comportements dont on estime qu'ils sont totalement inadmissibles et donc qui doivent être réprimés de différentes manières. Alors, ça peut être par des amendes, ce qu'on appelle les peines pécuniaires, ça peut être par de la privation de liberté dans les cas les plus graves. Mais enfin, c'est vraiment ce qu'on considère être les limites extérieures du comportement de chacune et chacun. La responsabilité civile, c'est plutôt les conséquences, je dirais plutôt, si on résume un tout petit peu, les conséquences plus financières d'un litige ou d'une situation. Donc, ça peut être l'absence de paiement d'un abonnement téléphonique ou finalement, si vous faites un accident, ce que vous devez réparer, ce qui a été abîmé dans le véhicule que vous avez endommagé, par exemple. À savoir que parfois, vous avez une conjonction de des questions de responsabilité pénale et civile. Typiquement, dans un accident, vous aurez des questions d'assurance, vous aurez des questions de savoir qui doit rembourser quoi à qui, et vous aurez aussi possiblement une amende parce que vous avez violé telle ou telle norme, parce que vous n'avez pas respecté la loi sur la circulation routière. Donc, disons, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le pénal et le civil sont deux champs distincts, mais qui, le plus souvent dans la vie, enfin souvent se combinent. C'est-à-dire qu'on a souvent des situations dans lesquelles ces deux domaines du droit interviennent. Est-ce que ça amène déjà une question à ce stade? C'est quand même une distinction qui est assez importante. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a déjà une question, auquel cas j'y réponds volontiers. Si quelque chose n'est pas clair ou une précision par rapport à ça. Non, c'est tout bon. Comme je partage l'écran, je ne vois pas les gens je vois qu'il faut que la personne s'exprime directement. C'est ça que je ne vois pas, en fait, s'il y a des demandes, quelqu'un qui lève la main virtuellement, je ne le vois pas, comme l'écran est partagé. Je vous tiendrai au courant. Pour l'instant, il n'y a pas de réponse. D'accord, parfait. Pas de questions. Pas de questions et pas de réponse, excusez-moi. D'accord. Donc finalement, la responsabilité, si on commence par examiner la responsabilité pénale, on peut imaginer beaucoup de choses, parce qu'effectivement, si vous vous dirigez vers quelqu'un dans la rue et que vous décidez de découper ou d'arracher sa chemise, alors ça va probablement entraîner une réaction d'étonnement de la personne, elle va être
plutôt désagréablement surprise, et va sans doute ne pas être content. Donc finalement, déchirer les habits, si vous le faites hors d'un contexte qui est le contexte qu'on va évoquer après, vous n'avez pas le droit de le faire. Ça paraît assez évident pour tout le monde. C'est ce qu'on appelle un dommage à la propriété. C'est la même chose si vous donnez un coup de pied dans la portière d'une voiture, vous rayez avec des clés, quelque chose. Donc c'est un dommage à la propriété. Donc finalement, c'est une possible infraction pénale. Donc, ça, c'est une possible infraction pénale. Une autre infraction pénale aussi, si vous allez vers quelqu'un et puis vous lui appuyez très fort sur le bus, vous n'avez rien demandé, il n'a aucun besoin de rien du tout, que vous le faites si fort que vous cassez une côte, vous allez être poursuivi, sans doute pour lésion corporelle simple, et donc vous ferez l'objet d'une procédure pénale. Donc ça, tout ça pour expliquer que finalement, dans le cadre de l'activité de premier répondant, vous pouvez être amené à effectuer des actes qui, s'ils n'étaient pas effectués dans un contexte particulier, pourraient possiblement être pénalement punissables. Est-ce que pour vous, là, tout est clair sur ça? Donc ça peut, il y a peut-être d'autres exemples, hein, mais effectivement de devoir arracher, déchirer des habits et disons je sais pas, de faire des bleus à la personne, vous appuyez très fort quand vous faites le massage cardiaque ou casser une côte, ce qui est, semble-t-il. Encore une fois, je suis pas médecin, mais j'ai cru comprendre que de casser des côtes, c'était quelque chose, un peu un dommage collatéral connu et connu et accepté, hein, parce que finalement c'est embêtant de casser une côte, mais c'est encore plus embêtant de perdre la vie. Donc, c'est un peu le choix qui est fait. Donc, finalement, comment est-ce que la situation se perçoit dans le cadre d'une tentative de sauvetage, une tentative de réanimation cardio-respiratoire? C'est un état de nécessité. Parce que vous avez un article dans le Code pénal, l'article 17 du Code pénal, qui vous dit quiconque commet un acte punissable. Donc, parce qu'effectivement, comme je vous l'expliquais avant, déchirer les habits ou casser une côte hors d'un contexte particulier, c'est un acte possiblement punissable, mais que vous le faites pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement, un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. Donc ça, c'est une disposition qui est très générale et qui est appliquée dans un très grand nombre de cas parce qu'elle vise à relativiser le côté un petit peu mécanique de la punissabilité pénale en prenant en compte évidemment les circonstances du cas d'espèce. Sans cet article-là, finalement, ce serait quand même assez compliqué de participer à Save a Life parce qu'il y aurait un risque qui serait quand même assez important. Évidemment, comme tout mécanisme juridique, il y a des conditions. Donc, pour que l'état de nécessité soit licite, soit admis, il y a des conditions. Donc, première chose, il faut l'existence d'un danger. Donc, c'est toute situation dans laquelle existe, selon le cours ordinaire des choses, alors c'est une notion très juridique, mais finalement, chacun comprend ce que c'est que le cours ordinaire des choses. C'est finalement ce que chacun peut percevoir comme étant la conséquence que A est la conséquence de B. C'est-à-dire que si une personne moyenne estime qu'il y a une probabilité de voir un bien juridique lésé, en fait, peu importe, ça peut être un phénomène naturel, ça peut être une tornade, un coup de vent, un coup de tonnerre, ou un comportement humain, ou tout simplement quelque chose qui n'est pas attribuable à une cause externe. Bah, typiquement, une personne qui fait un malaise, euh, c'est simplement un état de fait qui est comme il est, hein, il n'est pas forcément provoqué par autre chose. Le danger, on dit qu'il doit être imminent, c'est-à-dire qu'il doit ni être passé, c'est-à-dire si la personne n'est plus en état de danger, ben, finalement, il n'y a plus de danger au sens de ses dispositions, ni futur, mais il doit être actuel et concret. Le danger doit également être impossible à détourner autrement et l'acte nécessaire n'est en effet admissible qu'à titre subsidiaire. Donc, je crois que le danger, c'est assez clair. Enfin, quand vous êtes avisé par Save a Life, par une notification qui émane de 144, qu'une personne est en arrêt cardio-respiratoire, que vous allez sur place, que vous demandez à la personne, est-ce que vous m'entendez, vous demandez de serrer la main, que la personne ne vous répond pas, je pense que le danger est assez évident. Il y a peu de discussion à avoir sur l'existence d'un danger. Les biens juridiques protégés, on vous dit, on parle, alors cette notion qui est très juridique aussi, mais de biens juridiques protégés. Donc c'est finalement les biens juridiques protégés, c'est des biens juridiques individuels ici, qui sont la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine. Donc ici, ce qui est évidemment en jeu, c'est très essentiellement le bien juridique, je dirais le plus important de l'ordre juridique, c'est la vie.
Alors, l'intégrité corporelle aussi, sans doute, mais c'est la vie. Donc, une intervention des premiers répondants de Save a Life vise littéralement à sauver la vie. Donc, le bien juridique protégé, donc, il est aussi tout à fait acceptable sous l'angle de l'état de nécessité. Parce qu'on vous dit, il faut sauvegarder des intérêts juridiques prépondérants. Donc, l'acte nécessaire n'est licite qu'à condition que le bien protégé soit plus précieux que le bien lésé. Alors, je pense qu'on conviendra tous ici que même une très belle chemise est moins importante et moins précieuse que la vie. Donc, finalement, comme vous êtes avec le bien juridique finalement, le plus valorisé de tout l'ordre juridique, finalement, vous serez toujours il y aura toujours cette proportionnalité et l'intérêt sera toujours prépondérant. Est-ce que vous avez une question sur cette question d'état de nécessité licite? Oui, il y a Monsieur Conrad, ça fait rire qu'il y a une question. Du coup, Oui, alors je vous en prie. vais activer le son, comme ça il peut la poser. Bien sûr. Moi, je ne vous vois pas, monsieur, mais je vous entendrai sans doute après. Attendez, je réactive le son. Voilà. Vous m'entendez? Oui, Oui, très je vous bien. entends. Je ne vous vois pas, mais je vous entends. D'accord, bonjour à tous. En fait, j'avais une question à vous poser. Alors, vous avez mentionné donc des lésions corporelles qui devraient être amenées, typiquement à casser des côtes ou autre. Là, je ne vous Mais entends pas du tout. C'est très haché. Je ne sais pas si les autres entendent monsieur. Non, on n'entend pas du tout. Non, pas du Il tout. faut que monsieur s'approche de son micro. est-ce que vous m'entendez? Là, Oui, oui. là, Là, c'est mieux. D'accord, ok, alors je m'approche beaucoup Ah, plus beaucoup près. mieux. Voilà. Donc, nous avons en fait une question parce qu'avant, vous avez fait mention justement donc, de lésions corporelles simples suite à un massage cardiaque et on aurait dû être amené à peut-être briser des côtes. Mais est-ce qu'on pourrait être embêté également si on omet de prêter secours, comme il y a un article du Code pénal, l'omission de prêter secours? Est-ce que justement Oui, alors ça, je l'ai fait de manière, on l'examinera après, mais je l'ai mis de manière un peu séparée. Parce que c'est effectivement aussi une question d'ordre pénal, mais qui est un petit peu différente. Je voulais déjà examiner finalement, dans un premier temps, de voir ce qui est fait pour prêter secours à ce moment-là, qui pourrait être considéré hors d'un contexte particulier comme étant de possibles infractions pénales, comme je disais, déchirer un habit, disons, casser une côte, et ensuite de voir comment ça s'est appréhendé. Puis dans un deuxième temps, à la fin, on va effectivement voir la question de l'omission de prêter secours, ce que les gens appellent souvent par la dénomination française, qui est non-assistance à personne en danger, mais la dénomination en Suisse, c'est omission de prêter secours, vous avez raison. exact. Ok, bah écoutez, alors j'attendrai la suite Super. Et puis de votre version. ouais, parfait. Merci. Merci beaucoup. Merci. Marie-Claude, j'ai aussi une question. Oui. Si lors de l'intervention d'urgence, suite à l'acceptation d'une alarme par Save a Life, on se parque mal avec sa voiture et on se fait amender, est-ce que c'est de quel… Mais je dirais que c'est un peu une zone grise et je pense que enfin, ça mériterait d'être plaidé et ça mériterait qu'une lettre recommandée soit adressée, disons, à l'autorité de police qui a donné une amende, cas échéant avec aussi peut-être une copie ou j'en sais rien, une attestation du 144 qu'effectivement une alarme a été envoyée, enfin, juste pour crédibiliser un petit peu. Et je trouve que ce serait pas, moi je le tenterai en tout cas, je garantis pas. Mais si vous voulez, il y a toujours cette pesée d'intérêt qui est compliquée. Par exemple, de jurisprudence constante, le tribunal fédéral a toujours dit que c'est pas parce que vous avez quelqu'un qui se sent très mal dans votre voiture et que vous voulez amener le plus vite possible à l'hôpital qui vous permet de rouler à 200 sur l'autoroute, par exemple. Hein. Parce qu'on dit, c'est pas parce qu'une personne est en danger dans votre voiture que vous devez pour autant, que vous êtes autorisé pour autant à mettre en danger d'autres gens. Donc c'est pour ça qu'on a créé les ambulances, c'était un peu pour cette idée-là. Mais finalement, dans le cas que vous dites, on pourrait considérer effectivement qu'il y a un état de nécessité. Moi, je le trouve parfaitement plaidable et je soutiendrai volontiers au tribunal. Je trouve que il n'y a pas de garantie, mais je trouve que le raisonnement se tient complètement. Pour la même raison que les habits, etc. Et oui. Mais par contre, même question de rouler sur la route de Chêne à 125 à la place de 50 en disant c'est parce que j'ai accepté une intervention Save a Life et que c'est marqué sur l'application qu'il y a plus que 2 minutes. Ça marchera pas. Parce que précisément, comme je vous ai dit, disons, vous pouvez pas mettre en danger la vie d'autrui pour en sauver une autre. Donc ça, cette pesée d'intérêt ne fonctionne pas. D'accord, très bien.
Merci beaucoup. On va vous laisser Oui, continuer. Et puis, j'ai une autre ok, question super. pour la fin. D'accord, super. Euh, Donc, l'état de nécessité, juste quelques mots en plus. Donc, l'état de nécessité licite, donc au sens de l'article 17 du Code pénal, donc concerne donc des actes commis alors qu'il n'est pas possible pour l'auteur d'agir sans réaliser un acte en principe punissable. Donc, c'est l'exemple type. Le parfait exemple, c'est la chemise ou les côtes, mais la chemise encore mieux parce que ce sera encore plus fréquent de devoir faire ça avant de faire le massage cardiaque. Euh, euh, Donc, c'est finalement une situation spécifique où une personne se voit par hasard confrontée à un péril devant se concrétiser à brève échéance et vous choisissez de sacrifier un bien juridique afin de le parer. Donc, c'est ce qu'on a dit avant, hein, ça développe un petit peu, mais le danger doit menacer concrètement, de manière pressante, le bien juridique concerné. Ici, la vie est non seulement pesée sur des biens indéfinis dans un horizon temporel incertain. Peut-être certains auront vu que l'état de nécessité a été invoqué, alors au début avec un certain succès, moins après en montant les échelons judiciaires, dans le cadre de la lutte des activistes pour le climat. Parce qu'eux disaient non, mais parce que moi je vais mettre des mains rouges dans la banque, parce que comme ça, disons comme c'est la banque finance le pétrole et ensuite, etc. Donc c'était, mais les tribunaux, en tout cas, alors, au niveau du tribunal fédéral, les tribunaux supérieurs ont jugé que c'est pas possible parce que finalement il y avait un problème de corrélation directe, il y avait un problème d'imminence, enfin tout un tas de choses. Mais là, autant pour le climat, ça peut faire débat parce qu'effectivement, chacun sait que le climat est menacé, mais maintenant de savoir dans quelle mesure, quoi est la conséquence de quoi, quelle est l'urgence véritable, dans quelle mesure, c'est vrai que cette figure juridique s'appliquait un peu difficilement. Pour ces là elle s'applique complètement. C'est pour moi, on est vraiment complètement là-dedans. Donc, si on récapitule, pour les first responders, donc il y a un danger imminent, ben c'est le fait d'être alerté, c'est la preuve même de danger imminent qui est confirmée finalement quand vous arrivez sur place et que vous voyez que la personne effectivement ne répond pas et probablement en arrêt cardio-respiratoire. Le bien juridique protégé, c'est la vie de la personne secourue. Sauvegarde des intérêts prépondérants, c'est que la vie de la personne secourue est plus précieuse que les habits déchirés ou que les côtes cassées et que le principe de proportionnalité est de manière très générale, évidemment rempli pour les raisons qui précèdent. Si maintenant, on peut quand même se poser la question de savoir est-ce qu'il peut y avoir un excès de cet état de nécessité. Par exemple, si vous acharnez, vous blessez vraiment la personne, mais d'une manière qui excède ce qu'on vous a appris de faire, vous donnez des coups dans la tête, j'en sais rien, pour essayer de réveiller la personne, des coups de poing. Évidemment, il y a un moment donné, vous sortez évidemment de ce qui est couvert par l'état de nécessité. Il faut rester dans le cadre de ce qui est raisonnable et ce qui est en lien avec un sauvetage selon les préceptes que vous avez appris. Passer à la responsabilité civile avant de revenir, comme annoncé, à la question de l'omission de prêter secours. Donc, c'est une disposition très générale. Elle est valable si vous faites un accident de voiture, si vous êtes chez des amis et que vous donnez un coup de coude et que vous cassez un vase précieux. C'est toujours cet article qui s'applique. Donc, on vous dit celui qui cause d'une manière illicite un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence, soit imprudence, est tenu de le réparer, ce qui est assez logique. Et puis, quelles sont les conditions? Donc, c'est l'obligation faite à une personne de réparer le dommage causé à autrui et le but c'est de compenser le préjudice. Alors, ça peut être un tort moral, mais le plus souvent c'est c'est des dommages et intérêts, c'est un remboursement. Chez des amis, c'est le remboursement du vase que vous avez cassé. Euh, Par exemple, ou c'est par le jeu aussi des assurances, hein, le plus souvent dans les accidents de voiture, par exemple, de savoir qui va payer l'accrochage, qui va payer le pare-choc abîmé de la voiture de devant que vous n'avez pas vu parce que elle a freiné abruptement, etc. Donc ça, c'est toujours cet article-là de responsabilité civile qui s'applique. Mais pour que l'article 41 s'applique, l'auteur du manque de diligence doit avoir agi de manière illicite. Donc, quelles sont les conditions de l'indemnisation civile? Donc, il faut un dommage. Donc, le dommage, ben, c'est assez simple. Dans le cas de Sévelas, par exemple, une chemise déchirée que vous ne pouvez donc plus porter. Ça peut être aussi un dommage corporel, peut-être finalement par rapport aux côtes, enfin, des actes médicaux qui doivent être entrepris. Donc, bien qu'on sache précisément que c'est justement pas quelque chose de très embêtant, raison pour laquelle on peut vivre avec ça parce que on prend ce risque et ce risque est accepté par tous. Il faut un rapport de causalité, donc pour être tenu de rembourser quelque chose, c'est à la fois donc c'est parce que vous avez arraché la chemise que la chemise est cassée, donc ça c'est assez facile.
Maintenant, la question, c'est la question de la faute. Est-ce que c'est une faute ou est-ce que effectivement c'est illicite? Parce qu'une personne, on vous dit, ne doit réparer le dommage qu'elle a causé que si son comportement fautif est aussi illicite ou contraire aux mœurs. Et en réalité, ça revient à se poser la question de savoir s'il y a un motif justificatif. Et typiquement, là, pour Save a Life, il y a un motif justificatif tel que l'état de nécessité. Donc là, il y a finalement le même raisonnement qui s'applique. Et on est dans une situation dans laquelle l'état de nécessité fait qu'en principe, on ne doit pas rembourser ces choses-là, quand bien même on aurait, disons, créé une forme de, ça je vais passer, c'est pas très important, une forme de dommage. Donc, disons, l'illicéité, elle est levée et le dommage est en principe pas illicite du fait de l'existence d'un état de nécessité et donc ce qui fait que l'atteinte au bien de la personne secourue par un premier répondant qui agit en état de nécessité est en principe licite. Je dis en principe parce que je suis un avocat et finalement on peut jamais trop généraliser parce que vous aurez toujours le cas qui va démentir disons le déroulement de base. Mais disons, le principe est là. Donc finalement, vous voyez que tout, en réalité, tourne autour de cet état de nécessité qui finalement est la raison même de l'intervention des premiers répondants. Donc finalement, la boucle est un peu bouclée. Il y a une disposition en droit suisse qui est l'omission de prêter secours, qui est l'équivalent français plus ou moins de non-assistance à personne en danger. À ma connaissance, en tout cas, c'est la même vision. Et ça vise deux cas assez différents. C'est celui qui n'aura pas prêté secours à une personne qui l'a blessé. Donc, si vous-même vous blessez quelqu'un, vous devez lui porter secours. Donc, une sorte d'obligation qui est liée au fait que vous-même avez créé un risque pour la personne. Ça, c'est le premier cas. Et deux qui ne concernent pas, alors en général, on espère que ça ne concerne pas les premiers répondants, mais a priori pas. Et le deuxième cas, c'est une personne en danger de mort imminent. Donc là, vous voyez que c'est pas uniquement une personne blessée, donc on change d'intensité. Si vous blessez quelqu'un, même pas très gravement, vous devez vous en occuper. Là, on vous demande de vous occuper d'une personne quand vous ne l'avez pas blessée vous-même en danger de mort imminent. Donc c'est pas juste une personne vous n'avez pas une obligation. Alors vous avez sans doute une obligation morale, mais c'est une personne âgée qui se foule la cheville devant vous sur le trottoir. Vous avez certainement une obligation morale, mais en tout cas pas une obligation juridique d'agir. Si par contre la personne elle est en danger de mort imminent, on attend de vous que vous fassiez quelque chose. Alors, tout réside dans la question de savoir quel est ce quelque chose. Le plus souvent, ce quelque chose, c'est d'appeler les secours. Ça, on exige de vous, face à une personne en danger de mort imminent, vous devez appeler les secours. De savoir si vous devez faire davantage dépend beaucoup des circonstances. Si vous êtes un premier répondant, vous intervenez, vous trouvez face à une personne qui est visiblement en danger de mort imminent, vous ne pouvez pas commencer à faire un massage cardiaque et vous recevez le message d'un ami qui vous dit « Ah, mais tu es en retard au déjeuner », vous ne pouvez pas partir. Là, autant vous n'avez aucune obligation, à mon sens, d'accepter d'intervenir, mais lorsque vous êtes sur place et que vous avez la personne en danger de mort imminent à vos côtés, vous devez en tout cas, évidemment, alors en principe, si vous avez été avisé, vous n'avez pas besoin, vous êtes avisé par l'application, ça veut dire que le 144 est déjà au courant, donc vous n'avez pas besoin de faire cette démarche, mais il est raisonnablement attendu de vous que vous tentiez ce massage cardiaque, quel que soit son résultat, peu importe. On espère évidemment qu'il fonctionne, mais même s'il ne fonctionne pas, vous ne pouvez pas partir en disant, bof, l'ambulance va arriver, j'estime que j'ai fait le nécessaire. Ça, je pense que là, c'est peut-être le seul moment où vous avez un risque concret pénal, c'est si vous décidez en cours de route de dire, oh, puis zut, j'y vais. Ça, je pense que c'est la seule limitation, vraiment. Évidemment, bon, il y a un autre cas de figure, mais un premier répondant ne fait en général pas ça, c'est d'empêcher un tiers de porter secours ou d'entraver, vous empêchez les ambulanciers de venir, vous avez un risque, mais évidemment, c'est pas du tout le cas de figure qui est envisagé. Donc, le droit vous oblige à aider une personne que vous avez blessée ou une personne en danger de mort. Appeler les secours suffit bien souvent à remplir votre obligation légale, mais une fois que vous êtes sur place et que vous êtes un premier répondant, vous devez, disons, faire le massage cardiaque, l'essayer au maximum. Peu importe, on ne vous reprochera jamais qu'il ne fonctionne pas, mais en tout cas, ne partez pas avant d'avoir essayé, avant que les ambulanciers vous disent vous pouvez y aller, on n'a plus besoin de vous. Voilà, je crois que ça, c'est un complément, mais ça n'explique pas autre chose que ce que je vous ai déjà dit. Donc, je ne sais pas si ça amène d'autres questions de votre part ou c'était suffisamment complet qu'on a envisagé un petit peu
l'entier des questions. Je pense qu'on a couvert en tout cas l'essentiel. J'espère. Alors, merci beaucoup pour cette présentation très claire et qui a permis de reposer bien les choses. Effectivement, j'ai une question de la part de Gabriel. Si la porte est fermée à l'adresse de la victime, donc on a eu par l'application, qu'est-ce que l'on fait et qu'est-ce qu'on peut faire, jusqu'à quelle limite on peut faire, sachant que on imagine que c'est la personne qui est de l'autre côté qui a eu le temps d'appeler les secours, le 144, mais qui maintenant n'est plus en capacité de nous ouvrir la porte. Disons, je pense qu'il y a une question juridique et il y a une question matérielle. Enfin, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas serrurier et que vous vous retrouvez face à une porte blindée ou une porte bien épaisse, enfin, si elle est fermée, même avec toutes les intentions du monde, vous n'arriverez rien à faire. Si en revanche, vous voyez que c'est une porte vitrée et que vous pourriez la casser avec une brique que vous voyez juste à côté et que potentiellement vous arriveriez à rentrer, on est de nouveau dans le même contexte, hein. Enfin, c'est effectivement de lancer une brique contre une porte, c'est un dommage à la propriété. Si vous le faites pour aller sauver quelqu'un, c'est comme si l'immeuble est en feu. Enfin, je veux dire, pour moi, on tombe alors en tout cas, c'est tout à fait légitime, à mon sens, hein, de casser la porte pour rentrer. Maintenant, il faut juste vérifier d'être sûr que c'est la bonne adresse parce que évidemment, si vous cassez la porte du voisin, je suis pas certain que vous aurez un très bon accueil. Même, alors vous lui expliquerez certainement les circonstances, mais disons, il faut juste être sûr que vous êtes au bon endroit. Et dans ce cas-là, je pense que ça a du sens de le faire. Encore une fois, on parle d'une personne qui est en danger de mort imminent. Donc, Ouais, est-ce qu'on peut vous reprocher de ne pas l'avoir fait? Ça va sans doute un peu loin. Mais je pense que l'état de nécessité serait de nature à couvrir une intervention de la sorte qui constituerait un dommage à la propriété, mais pour des raisons totalement légitimes. Oui. Je m'excuse. Enfin, Et je ne pense pas que vous ayez l'obligation de le faire, mais en tout cas, vous avez probablement une très bonne défense pour une éventuelle poursuite pour cette raison. Je m'excuse, j'entends l'argument juridique. Je vous rends juste attentif au fait que bientôt 100% des accès au domicile sont fermés par une porte, la plupart sont vitrés. Et je crains que votre message soit quand on est en bas avec 12 sonneries, on appuie 12 fois, il n'y a pas de réponse après 3 secondes, on casse la porte et puis on se retrouve derrière une autre porte qui est ouverte plus haut. Je suis un petit peu inquiet pour le message qui est donné, mais on va dire, si je le comprends bien au niveau juridique. Il y a des gens qui non, vont mais aller au-delà de ce je que vous pense. avez dit. Non, je pense qu'il faut pas se transformer en un Rambo. Alors, si c'est pas clair, je vais le reformuler. Je pense que je parle pas du tout, je suis pas en train de parler d'une porte d'immeuble. Je pense qu'il faut évidemment, vous devez sonner, on doit vous ouvrir. Enfin, la majorité du temps, vous n'allez pas avoir de problème pour entrer dans la première porte. Enfin, sauf si c'est un domicile, si effectivement, il y a personne, c'est un domicile, c'est uniquement un immeuble de bureau et il y a un seul appartement. Bon, là, la question sans doute se pose et voilà. Mais dans la majorité des cas, le problème, à mon sens, n'est pas dans la porte d'entrée de l'immeuble, c'est la porte du domicile en tant que tel. Alors, je précise, vous n'allez pas casser toutes les portes que vous trouvez sur votre chemin. Ça, je pense que ça me paraît une évidence. Je vous dis simplement que si vous avez la certitude d'être devant la bonne porte, du bon domicile, et que vous avez un moyen raisonnable et possible d'y rentrer, et que la question c'est ou, bon, bah, je reste devant la porte, je fais rien et la personne décède, ou je prends le risque de casser la porte et j'y vais. Après, c'est une décision individuelle, hein. Encore une fois, je vous ai dit que vous n'avez pas d'obligation de le faire. Je vous dis simplement que si vous le faites, vous avez sur le plan pénal une défense qui se tient. Donc, je suis pas du tout, je vois que vous êtes un peu alarmiste, mais c'est pas du tout ce que je disais. Je vous dis pas qu'il faut casser tout ce que vous trouvez sur votre passage. Évidemment que non. C'est une question comme ça, elle devrait se poser de manière tout à fait exceptionnelle. On me pose la question, disons, de ce scénario-là, je vous réponds par rapport à ce scénario. Je sais pas, Madame Tachon, si c'est clair, mais je n'incitais pas à casser des portes. Oui. Ah, Alors moi, j'ai une autre question. Jusqu'où peuvent aller nos gestes pour secourir au-delà du massage cardiaque? Par exemple, si on fait un geste inapproprié sur une hémorragie. Je ne sais pas si vous avez une réponse. Je pense que tout ce que vous faites de raisonnable, voilà, moi de nouveau, j'ai pas de formation médicale au-delà de celle que tout le monde ici a suivie. Je sais néanmoins s'il y a une grosse hémorragie, il est conseillé de faire un garrot. Je suis pas un champion des garrots, mais je pense que je vois comment on peut faire un garrot sur une cuisse. Si je vois quelqu'un qui perd abondamment du sang, je pense que je ferai un garrot.
Oui, je pense que tout ce qui est, on n'attend pas de vous du résultat. Je pense que dans l'omission de prêter secours, comme on disait, l'obligation première face à quelqu'un qui est en danger de mort imminent, c'est d'alerter les secours, c'est d'alerter le 144 ou le 112 ou enfin, ça dépend où vous êtes, mais d'alerter les secours et dans la mesure du possible de faire ce qui vous est possible de faire. On vous demande pas de faire des choses qui sont impossibles de faire, mais de tout tenter, ce qui ne fait pas courir un risque supplémentaire à la personne. Évidemment qu'il faut faire attention. C'est la même chose quand vous déplacez quelqu'un qui est en arrêt cardio-respiratoire depuis un canapé pour le mettre sur une surface dure, il est évidemment exigé de vous que vous fassiez attention, idéalement qu'il y ait 2 personnes pour porter la personne, pas que vous mettiez une commotion à la personne en plus de ce qu'elle a déjà, enfin, évidemment. Donc, vous devez prendre toutes les précautions raisonnables, mais on va toujours apprécier votre action en fonction des circonstances. Vous êtes dans des circonstances qui sont stressantes, où il y a la vie de quelqu'un qui est en jeu, et ça, évidemment, ça va être pris en compte. Alors, je vais juste apporter une précision. Avec Save a Life et le réseau des premiers répondants, en théorie, le 144 nous a alarmés uniquement pour aller secourir des personnes qui sont en arrêt cardio-respiratoire. On ne sera jamais alarmé pour un accident de la route avec des hémorragies, des commotions, etc. Ouais. Ça peut se faire, mais dans un cas où les réponses qu'a eu le 144 ont été floues et que c'était mal identifié. J'ai une autre question. Si la personne ne veut pas nous laisser rentrer parce que nous ne sommes pas ambulanciers, alors que le 144 a averti qu'on allait venir, quelle est la responsabilité donc, du premier répondant qui est devant la porte avec une personne qui dit non, vous venez pas, vous ne rentrez pas parce que vous n'êtes pas étiqueté ambulancier? Alors ça, c'est une question qui est délicieusement difficile parce que finalement, elle fait intervenir deux éléments juridiques dont un dont on n'a pas encore parlé, c'est la question d'une possible violation de domicile. Vous n'avez pas le droit de rentrer chez les gens, ça chacun le sait, plus ou moins. Maintenant, si on vous ouvre la porte, on vous laisse rentrer, il y a le consentement de la personne, ou en tout cas de la personne, quelqu'un vous ouvre la porte, donc là, vous risquez plus de violation de domicile. La question, elle se pose, c'est quelqu'un vous dit non, vous ne rentrez pas. Alors, soit vous l'expliquez, écoutez, je suis premier répondant, j'ai reçu, vous le montrez, j'ai reçu une alarme du 144. Là, il y a 2 possibilités, soit la personne dit, ah, ok, rentrez, soit elle vous dit non, rentrez pas. Et là, vous avez une décision à prendre qui est sans doute une décision plus difficile et peut-être encore plus difficile que la question d'allumer la porte. C'est soit de passer outre, mais vous risquez que la personne vous dise que vous avez violé le domicile. Mais en même temps, si la personne qui vous refuse l'accès n'est pas la personne qui a besoin des soins, finalement, le danger de mort imminent, il existe toujours. Donc, vous avez une sorte de collision entre, d'un côté, votre obligation de prêter secours, puis là, vous êtes quand même près du lieu. Vous voyez, c'est pas comme vous recevez simplement l'alarme, vous n'avez pas encore répondu, vous approchez quand même vraiment de l'endroit du danger de mort imminent. Donc la question se pose de savoir si vous passez outre, parce que vous dites, la personne a besoin de soins. Parce qu'on peut imaginer que la personne qui vous ouvre peut-être est excessivement stressée ou a des problèmes psychologiques. On peut imaginer plein de choses. Mais de nouveau, si on vous a empêché de rentrer, on ne va pas vous dire que vous avez violé votre obligation de prêter secours. On ne peut pas vous demander la lune. Mais c'est vrai que vous avez une décision à prendre. Soit vous dire, en mon âme et conscience, j'estime que je dois passer outre. Et finalement, parce que la pesée d'intérêt penche en faveur de tenter de sauver la personne, ou alors vous dites, on m'interdit de rentrer, je ne rentre pas. Les 2 possibilités, les 2 options existent. Après, c'est un choix individuel et qui dépend beaucoup des circonstances. Que la personne qui vous ouvre et qui vous refuse l'accès est complètement ivre, je pense qu'il faut passer outre. Si la personne est très calme, très raisonnée, dit non, écoutez, la personne pour qui on a appelé va mieux, non, je vous remercie de ne pas rentrer. Là, je serais plutôt d'avis de suivre ce qui est demandé. Mais de nouveau, une situation ne ressemble pas à une autre et chaque scénario est différent. D'accord. Et c'est répondre à la question. Ouais. Oui, pour compléter un petit peu, le 144 va prévenir que en fait, le premier répondant ou des premiers répondants vont venir. Et si c'est la même personne, elle sera prévenue que quelqu'un va sonner. On a aussi l'application où effectivement on a toutes les informations. Donc, ça peut rassurer aussi la personne. Marion, tu voulais compléter peut-être ? C'était la même chose. Et jusqu'à présent, en tout cas, les feedbacks, on n'a jamais eu des personnes qui ont eu un refus de la personne d'agir. Au contraire, les gens sont en général contents que quelqu'un arrive. Mais voilà, on ne sait-on jamais. Au moins, on a un complément grâce à Maître Cap si la situation devait arriver.
Écoutez, j'espère que c'était clair, que ça vous a amené quelques éléments de réponse. Évidemment, tous les scénarios sont différents et on ne peut pas appliquer mécaniquement ces réflexions, mais au moins un petit peu d'avoir le cadre applicable et vous donner un peu des clés de décision, quoi. D'accord. Donc, pareil, j'ai une question par rapport à ce qui serait envisageable d'avoir une carte Save a Life pour les premiers répondants. Je pense que déjà, on a l'application et puis sur l'écran, on a déjà toutes les informations. Donc, je pense que ça peut être aussi, entre guillemets, une preuve de notre implication et de notre possibilité à secourir. Alors, je ne sais pas si vous avez encore des questions. Et si ce n'est pas le cas, on va pouvoir clôturer ce premier webinaire de 2023. Je pense qu'on va pouvoir vous laisser partir, Maître Cap, vu que vous êtes assez pressé. Je peux rester encore 5 minutes pour des questions qui concernent uniquement Save a Life, si éventuellement il y a des questions. J'ai vu qu'il y avait quelque chose par rapport à Oui, j'ai une question au niveau de la responsabilité du DRC. Donc ça concerne uniquement Save a Life, mais en tout cas, voilà. Mais un grand merci pour la présentation. Excusez-moi. Merci à toutes et à tous pour… Oui. Vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. Oui, excusez-moi, j'ai envoyé une question par écrit, mais je pense que ça n'a pas passé. Je voulais savoir, mon nom est Gisèle Champion, je voulais savoir si Save a Life prévoit ou prévoit de mettre en place peut-être une forme de support ou soutien juridique vis-à-vis des first responders en cas de nécessité au vu de ce que vous avez expliqué et de la possibilité peut-être d'avoir des cas, effectivement, on s'est mal garé ou quelqu'un nous accuse d'avoir endommagé quelque chose à mauvais escient. Voilà, est-ce que… Ça, peut-être, je vous laisse répondre. Oui. Il faut que je file, mais en tout cas, merci beaucoup pour votre attention et pour votre participation. Et puis, j'espère que ça vous a donné quelques informations. Très bien, merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, merci. Au revoir. Merci. Alors, pour répondre à votre question, il y a une responsabilité civile qui est déjà présente pour tous les premiers répondants, si jamais vous causez un dommage. Maintenant, comme l'a expliqué Maître Cap, vous ne devez jamais mettre en danger intentionnellement qui que ce soit ou faire un excès de vitesse sur la route pour aller sur une intervention, ce genre de choses. Ça, en tant que premier répondant, vous devez respecter toutes les règles, que ce soit de parking, que ce soit de vitesse, que ce soit ce genre de choses. Maintenant, si par hasard, voilà, vous cassez, comme l'a expliqué Maître Cap, une porte ou que vous cassez quelque chose en entrant chez la personne, il y a une responsabilité civile qui est faite par le réseau Save a Life. Tous les premiers répondants sont donc sous une responsabilité civile qui est contractée par nos soins. Ok, merci. Moi, j'ai une autre question. C'est est-ce qu'un gilet jaune avec l'inscription Save a Life pourrait être mis à disposition? Donc là, je reviens surtout sur ce que je disais juste avant, c'est qu'on a déjà l'application et puis avec soit une capture d'écran, soit en montrant l'application avec les informations qu'on a eues de la part du 144, me semble être tout à fait suffisant. En plus, peut-être comme complément, on peut pas, voilà, on sait très bien que les alarmes, on les reçoit à n'importe quel moment. C'est pas dit qu'on ait un gilet jaune sur nous ou ce genre de choses. Donc les badges ou les brassards ou les gilets, ça c'est pas vraiment dans l'intention d'avoir ça avec nous. On est vraiment une personne qui avons été contactée par la centrale 144. Et puis, comme a dit ma collègue, c'est suffisant en général de dire qu'on est envoyé par le 144 pour faire les gestes sans besoin d'avoir un autre signe qui vous permet d'être reconnu, que vous pourriez ne pas avoir sur vous en plus le jour où il y a une alarme. Nous avons également une question. Oui. En fait, cette réunion webinaire, en fait, c'est un complément d'une FOCO. On est quand même toujours obligé d'effectuer en fait les FOCO chaque 2 ans. Qu'est-ce que vous entendez par FOCO? Formation continue. Pour avoir le BLS AED, c'est bien ça? Exactement, parce qu'en fait, nous, on est la police municipale, en fait, et puis justement, on nous a inscrit à ce webinaire, et on nous a demandé, en fait, de vous poser la question, savoir justement si ce webinaire est essentiel ou c'est juste un complément, justement, à une formation continue. C'est un
complément, c'est l'intérêt de chacun, c'est toutes les personnes intéressées qui peuvent participer à ce webinaire. C'est complètement différent vraiment de la formation BLS-AED qui est demandée d'être réitérée tous les 2 ans. Exactement. Qui est quand même beaucoup plus axée sur les gestes à connaître, à savoir faire. Et puis, il y a aussi énormément de théoriques liées aussi à l'ACR, que ma collègue connaît très bien en tant que formatrice. Donc, non, ce webinaire remplace rien. C'est vraiment de la formation continue qui est offerte aux premiers répondants parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de questions de la part de certains premiers répondants qui ont participé à une intervention et qui revenaient avec vraiment des questions spécifiques. Et donc, on essaye de répondre à ces thématiques avec des professionnels qui sont là pour expliquer que ce soit voilà, la rigidité morbide qu'on a eue par le passé, le stress du premier répondant et encore aujourd'hui, par exemple, avec ces questions juridiques qui ressortaient aussi souvent. D'accord. Bah, écoutez, en tout cas, on vous remercie de vos précisions. C'est vrai que pour nous, en tant que policiers, c'est vrai qu'on a déjà aussi beaucoup d'informations au niveau du code pénal, du code de procédure pénale, mais on est justement en fait responsable de transmettre l'information à nos chefs pour ce webinaire. Mais en tout cas, on vous remercie beaucoup des informations et puis on vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup en tout cas pour la participation. Merci beaucoup. Bonne journée.